Mondenelli, ben voilà le problème. Présenter 2 bouquins de fond en un peu moins de 15 minutes, vu que le temps est contingenté. Puis 2 livres essentiels d'Eguski Urteaga, l'un concernant la situation au moment présent où nous parlons, en tout cas à partir des statistiques dont on dispose, de l'Euskara, et deuxièmement, un livre plus au fond que je conseille à beaucoup parce que c'est une belle découverte sur la question de penser le monde avec 2 penseurs, Bauman et Ine Rariti. C'est un nom assez compliqué à dire, c'est écossais, j'ai beaucoup de mal. Donc la règle du jeu, c'est que je parle le moins possible pour que Eguski, tu puisses parler toi le plus longtemps possible. Je dis pour tous ceux qui sont intéressés par ces livres que Eguski Urteaga publie toujours chez l'Harmattan les livres principaux. Je vous propose de commencer tout de suite par le premier, dont le nom est Situation au pluriel et politique linguistique toujours au pluriel au Pays Basque. Alors, on a déjà traité de cette question avec Eguski ici en 2019 et en 2024, puisque tu as sorti successivement 2 livres, pas avec le même titre, mais avec la même thématique. Et en gros, c'est une question de l'état de santé de la langue dans toute Euskal Herria, Iparralde, la communauté autonome basque et la Navarre. Une anecdote rapide que je pourrais vous citer parce que c'est une approche sensible de l'état de la langue. Nous passions un week-end avec, pas un week-end, un milieu de semaine avec des amis à Donosti. Les 2 étaient parfaitement bascophones, c'est leur langue maternelle. Nous avons fait tout le séjour en langue basque, c'est-à-dire de l'arrivée à l'hôtel de la personne qui s'occupait des bagages jusqu'au moment où nous avons quitté l'hôtel, seul le basque a été utilisé. Je dis ça parce que ça a l'air de rien, mais il y a 20 ans, c'était quasiment impossible, même en Guipuscoa, même à Donosti. Donc, ça veut dire que si on a une approche sensible, les choses avancent pas trop mal. Et puis, il y a un constat dans le livre, donc je pense qu'on pourrait l'ouvrir là-dessus pour consacrer suffisamment de temps au livre sur le Bauman et Inerariti. C'est que tu fais un constat à partir des statistiques comme quoi, en pourcentage, le nombre de locuteurs, c'est en Iparralde ça, a diminué en l'espace de ces dernières années, alors que le nombre de bascophones actifs et réceptifs a progressé, le nombre en chiffres bruts, si vous voulez. Donc, comment peut-on expliquer cette contradiction? C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a moins de locuteurs, alors que de facto, il y a de plus en plus de personnes qui sont capables non seulement de vivre exclusivement en euskara, mais aussi de l'utiliser à certains moments dans la vie sociale. Alors, c'est une contradiction qui est apparente dans la mesure où, depuis le milieu des années 90, il y a une politique linguistique qui a été élaborée puis mise en œuvre. Préalablement, donc, il y a tout un mouvement associatif lié aux Ikastola qui a fait tout un travail qui a permis que le nombre d'enfants et de personnes apprenant le basque augmente. Et donc, au bout de 30 ans, on voit les résultats donc, de toutes ces initiatives et de ces politiques linguistiques qui sont mises en œuvre. Le résultat, comme tu l'as dit, c'est qu'en chiffre absolu, si on additionne les bascophones actifs et les bascophones passifs ou réceptifs, c'est-à-dire ceux qui le comprennent et le parlent un petit peu, ça progresse légèrement en valeur absolue, mais en pourcentage, il y a une diminution qui est observée, même si la diminution est un peu moindre lors de la dernière enquête sociolinguistique qui a été effectuée en 2021. Alors ça s'explique tout simplement par le fait que le Pays Basque Nord était un territoire attractif, qui attire donc de nouveaux habitants. On estime qu'il y a une augmentation d'1% par an. C'est une situation très similaire à la Corse. J'étais en Corse au mois de janvier et ils sont confrontés exactement à la même problématique, c'est-à-dire une augmentation de la population d'1% par an, ce qui équivaut au Pays Basque Nord à 3300 habitants de plus par an. Et pour comparaison,
les Ikastola donc, ont un peu plus de 4200 élèves. Mais il faut 15 ans pour former donc, un bascophone. Et au niveau d'AECA, on est autour de 1600 personnes qui sont inscrites. Donc on voit bien que l'afflux important de population venant essentiellement donc de régions françaises, puisque sur les 3300 personnes de plus qui viennent habiter au Pays Basque Nord, plus de 93% viennent de régions françaises, quoi. Donc, ce qui fait que ce sont des personnes, le plus souvent, qui sont des personnes adultes, actives ou retraitées, et donc qui ne vont pas passer par le système scolaire. Et donc là, on a un problème au niveau de la politique linguistique qui a été conçu essentiellement et qui s'est orienté donc vers la formation initiale des enfants. Et on a un peu laissé de côté donc la formation pour adultes, qui est un élément clé. Et je pense qu'à l'avenir, et il y a une prise de conscience de la part des pouvoirs publics sur la nécessité de développer une politique linguistique qui soit également orientée donc vers les adultes. Alors, ce qui est assez intéressant quand on regarde les statistiques, pour ceux qui sont passionnés par les statistiques, il en fait un usage immodéré dans son livre. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est les classes d'âge aussi qui nous donnent des indications. Il y a une tranche d'âge où on voit que les gens ont vécu en absence de langue par rapport aux générations les plus anciennes et aux générations les plus jeunes. C'est-à-dire, en gros, il y a, si on prend les statistiques, on est frappé, en gros, entre les 0 et 35 ans, il y a beaucoup de bascophones, également pour les gens beaucoup plus âgés, et puis il y a une espèce de tranche, un hueco, on dirait en espagnol, une espèce de trou pour les 45-60 ans, quoi, à peu près. Alors, moi, dans l'ouvrage, j'analyse l'évolution de la langue basque, comme tu l'as dit, au Pays Basque Nord, dans la communauté autonome basque et dans la communauté forale de Navarre, où les évolutions, notamment en fonction de l'âge, diffèrent. Au Pays Basque Sud, globalement, plus on est jeune et plus on maîtrise le basque, et plus on l'utilise également. Au Pays Basque Nord, l'évolution est un peu plus complexe, puisqu'il y a une déperdition qui s'est faite. Et donc, auparavant, c'était les plus âgés qui parlaient davantage le basque que les plus jeunes. Néanmoins, au cours des 2 dernières enquêtes sociolinguistiques, on s'aperçoit que chez les plus jeunes, c'est-à-dire chez les 16-24 ans, il y a un phénomène de rebond qui ne permet pas tout à fait de compenser les pertes liées donc aux personnes âgées, mais qui montre quand même que les politiques menées, notamment en matière d'enseignement, permettent quand même une certaine réappropriation donc, de la langue basque. Alors, à partir de toutes ces données, c'est une question peut-être un peu subjective, mais pas sans intérêt. Est-ce que tu es plutôt optimiste ou pessimiste? Ni optimiste, ni pessimiste. Je répondrai un petit peu à la remarque que tu as faite tout à l'heure concernant la pratique de la langue basque, notamment à Saint-Sébastien. J'ai fait une analyse comparée donc, entre les 3 réalités. Et donc, ce qu'on constate, c'est que bien que le niveau de maîtrise diffère dans chacune de ces zones, c'est-à-dire donc il y a une réappropriation dans la communauté autonome basque, une stagnation en Navarre et une légère baisse au Pays Basque Nord, dans les 3 cas, sur 30 ans, on s'aperçoit qu'il y a un décalage croissant entre la maîtrise de la langue basque et la pratique de la langue basque. C'est-à-dire qu'il y a une évolution où on voit que, y compris dans les zones où les gens le maîtrisent davantage, il y a un décalage croissant entre la connaissance et la pratique. Tu permets, je connais mon métier. Non, on y va. C'était justement, on passe au 2e livre. C'était une vraie question de conclusion. Alors, c'est ce livre qui est là, et c'est toute une réflexion autour de 2 auteurs utiles pour penser le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde plutôt complexe, si ce n'est douloureux. Et c'est 2 penseurs qui ont un regard humaniste sur l'évolution contemporaine. L'un est un Polonais qui a disparu, l'autre est un Basque qui est en activité, encore universitaire et présent sur le terrain. Tous les 2 sont des penseurs du monde, c'est 2 philosophes, mais bon, avec un appétit fort pour la sociologie, par exemple. Mais c'est 2 philosophes qui ont été et qui sont acteurs dans le débat public. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas des gens enfermés dans leur laboratoire de recherche, c'est des gens qui ont un discours sur ce qui se passe dans la société. Moi, j'ai proposé à Egusi Urteaga tout à l'heure, quand on s'est vu, d'appuyer sur Daniel Innerarity, je ne sais pas pourquoi, c'est un nom écossais, j'ai un mal fou avec ce nom-là, parce que
c'est très intéressant parce que c'est un penseur basque qui pense le monde. Il ne pense pas que notre situation à nous ici, ce qui a souvent été le cas pour tous les penseurs, d'ici, il pense le monde entier et les difficultés du monde. Je voudrais partir, moi, d'une réflexion qu'a fait Innerarity, que j'ai écoutée sur, je vous le signale, si vous l'écoutez, c'est une participation qu'il a fait à la librairie Mola à Bordeaux. Et il dit à un moment donné, parce que sa réflexion, c'est sur la question de la démocratie, et il l'a définie en disant ceci: la démocratie, c'est la conversation et la décision. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, peut-être commencer par ça, quel est son rôle aujourd'hui dans la réflexion sur la démocratie? Alors, si tu me permets, juste à titre d'introduction, si j'ai comparé ces deux auteurs qui pourtant appartiennent à des générations différentes, Bauman est né en 1925 en Pologne, issu d'une famille juive. Au moment de l'occupation, donc, par les nazis, donc, de la Pologne, il est obligé de s'exiler en Union soviétique. Il intègre donc l'armée polonaise dans le cadre de l'armée rouge. Il revient ensuite en Pologne, il reprend ses études, il est professeur donc à l'université de Varsovie. Et en 1968, parce qu'il est juif et parce qu'il est critique, il commence à être critique avec le régime, donc il est obligé de s'exiler. Donc il s'exile donc en Israël, puis ensuite donc il ira donc en Grande-Bretagne où il terminera donc sa carrière. Innerarity est plus jeune, il est né en 1959, donc ça veut dire qu'il a 16 ans lorsque Franco meurt. Il n'a pas été confronté de la même façon donc à une situation de dictature, d'oppression, de totalitarisme, mais néanmoins cette expérience donc initiale donc a marqué sa réflexion, d'où son humanisme et en même temps donc toute sa réflexion sur la démocratie. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est au fond de dire, ce sont deux personnes qui ont eu des formations différentes, des trajectoires différentes, des influences différentes. Et néanmoins, donc, moi, j'ai identifié 3 points communs fondamentaux. Premièrement, comme tu l'as dit, ce sont des humanistes. C'est-à-dire, donc, ils mettent l'individu au centre de leur réflexion et ils sont très préoccupés, donc, par la défense, donc, de leurs droits fondamentaux. Face aux dictatures, face, donc, au régime totalitaire, mais aussi face à la mondialisation, face aux phénomènes migratoires, face à tout un ensemble de défis auxquels nous sommes confrontés. Deuxième point commun, c'est que ces deux auteurs abordent les questions centraux et les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et troisième point commun, c'est que ce sont des intellectuels. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'hésitent pas à prendre la parole sur les thèmes qui concernent la société. Et donc ce ne sont pas uniquement des chercheurs ou des professeurs, mais ce sont véritablement des intellectuels donc, qui participent dans le débat public. Et c'est ça qui me paraît fondamental aujourd'hui. Alors, moi, peut-être, je vois l'heure, là, on va essayer de conclure. J'ai fait une comparaison à la lecture. Je disais qu'il y a, notamment chez Innerarity, la question du doute en permanence est très bien posée. Et ça me faisait penser d'un côté à Unamuno, de l'autre côté un peu à Montaigne. Est-ce que faire ce genre de parallèle te semble abusif ou pas? Avec Montaigne, oui, parce que Montaigne était un humaniste, véritablement, et donc on peut faire donc cette analogie-là. Il est bien évident que Innerarity, on en discutait tout à l'heure, bien qu'étant navarrais, il a des origines écossaises également, et donc c'est quelqu'un donc qui a essayé de penser le monde à partir de son identité basque, parce qu'il a été engagé également en politique et il intervient régulièrement dans le débat public. Et il m'a semblé tout à fait intéressant. Et c'est vrai que autant au Pays Basque Sud, il est assez connu, autant donc au Pays Basque Nord beaucoup moins, et en France également. Malgré le fait qu'il ait enseigné donc aussi bien aux États-Unis, en Italie qu'en France notamment. Il a été directeur de labo à l'école des hautes études. Voilà, donc il a joué un rôle très important et je pense que c'est un auteur qui mérite d'être lu et connu parce qu'il aborde précisément donc la question de la démocratie qui est aujourd'hui centrale. Il évoque notamment l'essor des populismes, l'essor de l'extrême droite et la façon dont les démocraties sont fragilisées donc face aux crises multiples auxquelles elles sont confrontées. Écoute, moi je te remercie d'avoir été aussi synthétique, aussi brillant.
On fait court, mais il y a de quoi faire. Et je vous conseille de jeter un coup d'œil là-dessus. Ça fait du bien pour essayer de digérer le monde tel qu'il est. Et c'est souvent la digestion, vous le savez, est assez difficile. Merci à tous. Bonne continuation.